Quand on débute dans une discipline, on est un petit peu tout feu tout flamme, on se lance d'un coup, un petit peu tête baissée, et c'est au fur et à mesure de l'évolution dans la discipline que l'on apprend, que l'on fait des erreurs, et qu'on se rend compte qu'il y a quelques étapes par lesquelles on aurait pu passer plus rapidement si on n'avait pas fait ces erreurs. Et donc dans cet épisode, je vais te parler de ce que j'aurais aimé savoir, moi, quand j'ai débuté la discipline du streetlifting. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance. On a un nouvel épisode ensemble tous les lundis autour de différents sujets. Et aujourd'hui, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté la discipline du streetlifting, ce qui m'aurait permis peut-être de gagner du temps, de prendre confiance et de pas faire certaines erreurs que j'ai pu faire. Pour ceux qui arriveraient sur le podcast et qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Julie, je suis kinésithérapeute et athlète de streetlifting depuis maintenant 3 ans environ. Et en 3 ans de streetlifting, j'ai eu la chance de faire 7 compétitions, 7 podiums, dont 3 à l'international. Et c'est pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous partager les erreurs que j'ai pu faire, ou en tout cas ce que j'aurais aimé savoir à l'époque pour éviter que vous les fassiez également, et que vous puissiez gagner du temps via ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant qu'on commence cet épisode, je vais vous demander de vous abonner si c'est pas déjà le cas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes, mais pas forcément abonnés à la chaîne, à liker cet épisode ou à mettre une review de 5 étoiles si jamais vous m'écoutez sur Spotify. Ça m'aidera beaucoup pour le développement de ce podcast et pour pouvoir proposer d'autres numéros chaque semaine. Merci d'avoir pris le temps et maintenant on va passer à la première chose que j'aurais aimé savoir au début de ma pratique. Plus n'est pas toujours mieux. Je vous ai déjà parlé un petit peu de cet adage dans l'épisode de podcast sur l'année 2026 en vous expliquant que le but c'était pas forcément de faire plus cette année mais de faire mieux, de faire peut-être un petit peu différemment. Et ça s'applique très bien au domaine sportif parce que on a tendance à croire que pour réussir, pour progresser plus vite, il faut mettre un tas de choses en place, il faut faire beaucoup de choses, il faut faire autant que ce que l'on voit chez nos athlètes préférés. Mais pour autant, c'est pas vraiment la réalité parce que souvent l'erreur qu'on fait, c'est peut-être de se comparer à des gens qui ont plus de 10 ans de discipline et qui, heureusement, ont ajouté des choses dans leur quotidien, dans leur discipline, dans leur mode de vie pour pouvoir continuer de progresser 10 ans après. Mais en tant que débutant, on n'a pas forcément besoin à ce moment-là de rajouter tout ça. Et c'est même pas l'essentiel à ce moment-là. Il faudrait plutôt se concentrer sur faire déjà bien, très précisément ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une erreur que je remarque souvent avec les athlètes autour de moi, des fois ceux que j'accompagne, c'est ce truc de vouloir rajouter plein de choses en se disant « purée, je progresse pas, donc il faut que je fasse ça en plus, que je contrôle l'alimentation, que je m'équipe de telle façon ». Alors qu'en fait, la source du problème, ce serait déjà sur ce que tu dois faire. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je veux dire. C'est que très souvent, l'entraînement, ça, c'est assez carré. Si on est coaché, en plus, on a délégué cette partie-là. Donc, on a nos entraînements, on a la discipline pour le faire. J'ose espérer que c'est le cas à peu près pour tout le monde, en tout cas si vous avez des ambitions un petit peu plus loin dans le sport, mais on va dire c'est un peu le minimum d'avoir ces séances et de suivre ces séances. Par contre, une même séance, elle peut être vécue de 2 façons complètement différentes en fonction de comment tu l'abordes. Tu peux juste prendre ton papier, lire, faire tes mouvements, pas te poser de questions et y aller. Et tu peux aussi prendre ce même papier et mettre un maximum d'intention dans chaque mouvement que tu vas faire, dans chaque renfort que tu vas faire, une intensité et une intention qui va complètement changer la façon dont tu vas aborder l'entraînement, également l'impact que cet entraînement va avoir. Par exemple, moi en tant que coach, à chaque fois que mes athlètes font des séances, ils me font des retours vidéo et moi je vais faire des correctifs. Les correctifs que je leur donne, ils ont le choix de se concentrer très fort dessus ou d'en avoir rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour autant, ils vont faire la séance sera considérée comme faite, mais dans un premier cas, t'as l'athlète qui va se concentrer sur ce que je lui ai dit, essayer d'appliquer, parce qu'on n'y arrive pas toujours, en tout cas du premier coup, et c'est complètement normal, mais en tout cas faire de son mieux pour essayer. Donc, quand bien même elle n'arrive pas forcément à appliquer ce que je lui ai dit, son cerveau se prépare déjà à réussir le correctif que je lui ai appliqué. Très souvent, on oublie cette notion-là, mais si tu mets l'intention, on va prendre un exemple technique pour que ce soit parlant, par exemple, tu mets l'intention d'ouvrir ta cage thoracique, je parle de ça parce que c'est un correctif que je peux donner assez souvent d'ailleurs, sur tes tractions, même si tu n'arrives pas à ouvrir ta cage thoracique, le fait que tu conditionnes ton cerveau à te dire « tiens, il faut que j'ouvre, je veux faire ce mouvement-là », pendant que tu fais le mouvement, ton cerveau et ton corps sont quand même en train de travailler pour améliorer ce correctif. Et si tu me fais ça à chaque séance, ça va forcément finir par payer parce que les circuits vont se renforcer et ton corps va comprendre ce que tu dois faire. Alors que si t'essayes même pas ou que t'essayes une fois et après tu te dis j'y arrive pas, bah là le travail sera pas le même. Donc ce que je vous explique ici,
c'est que dans votre façon d'aborder la séance, vous avez déjà potentiellement une façon d'améliorer ça, d'améliorer la façon dont vous entraînez et l'intention que vous mettez sur vos entraînements. Donc il n'y a pas forcément besoin de changer de coach 50 fois, de s'équiper, de faire ci, de prendre tel complément. Essaye juste d'être à fond sur ta séance, d'appliquer ce qu'on t'a donné, parce que quand tu payes quelqu'un pour te donner des correctifs, tu le payes pour son expertise, pour ses compétences, et c'est dommage de ne pas en tirer profit dans ton entraînement. Donc essaye déjà d'appliquer ça au lieu de vouloir rajouter pas mal de trucs, et je vous jure que si tous les athlètes faisaient déjà ce travail d'être assez consciencieux par rapport au retour technique, d'essayer d'appliquer, de mettre de l'intention même dans les renfos, d'aller chercher des vrais RPE 9, des vrais RPE 10, ils progresseraient bien plus vite sans avoir à rajouter un tas de choses. Et d'ailleurs sur ce point, je m'estime extrêmement chanceuse parce que c'est vrai que dans tous les athlètes que j'accompagne, vraiment la plupart sont très consciencieux comme ça, et je me rends compte que c'est hyper plaisant aussi de pouvoir travailler avec des gens pour qui tu as un retour. C'est vrai que quand on s'investit en tant que coach ou même en tant que kiné, quand je propose de la réhab, et que derrière, le travail n'est pas forcément fait, le travail n'est pas forcément fait consciencieusement, c'est frustrant parce qu'on a l'impression de donner, mais pas d'avoir de retour. Alors quand on a ce retour que tes athlètes font correctement les choses, essayent des mises en place, te font même des retours en mode « tiens, j'ai pensé à ça », etc. C'est une collaboration coach-athlète qui est ultra plaisante. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là parce que vous progresserez plus vite et en plus, ce sera beaucoup plus fun pour vous de vraiment être acteur de votre progression. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le corps parle toujours, même quand on essaye de l'ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous ressentez une douleur, quand vous ressentez une raideur, une gêne, tout un tas de choses, c'est votre corps qui vous parle. Alors, je vais modérer un petit peu mon propos. Si une fois à l'entraînement, vous sentez une petite gêne et qu'elle ne réapparaît plus, on va pas considérer forcément cette petite gêne. Ça peut être passager, il peut y avoir tout un tas de facteurs. J'avais déjà fait un épisode sur effectivement les causes potentielles de douleur. Mais si vous avez sur le même mouvement tout le temps la même gêne ou tout le temps la même raideur ou tout le temps la même douleur, là il faut vraiment prendre en compte ce que vous ressentez parce que c'est votre corps qui vous donne une information. Quand vous ressentez quelque chose, c'est une information que va vous donner votre corps. Quand vous recevez une information, vous pouvez choisir de la traiter ou de l'ignorer. Vous pouvez choisir de l'explorer ou de la laisser de côté. Comme je vous disais, si vous ressentez une fois une petite gêne à l'entraînement, c'est une info que vous a donné votre corps. Tac, j'ai eu une gêne, mais c'est la première fois, ça se reproduit pas sur les séances d'après. Ok, je peux me permettre de laisser cette information de côté. Par contre, là, je ressens une douleur, et c'est vrai que, purée, déjà la dernière séance, sur le même mouvement, j'avais la douleur. Là, ça s'intensifie. Là, il va falloir la prendre en compte, parce que votre corps essaye de vous dire quelque chose, et il faut arriver à le comprendre. Il peut y avoir différentes choses, différents messages, comme ça peut être juste l'expression d'une lésion sous-jacente, mais ça peut être aussi l'expression d'une souffrance par rapport au mouvement que vous demandez et la capacité de votre corps. Je pense au street lifting, il y a pas mal de mouvements qui nous demandent une certaine mobilité d'épaule. Si on n'a pas la mobilité d'épaule suffisante, on peut sentir, tac, sur le muscle-up, j'ai une petite raideur, je sens les coudes qui chauffent un peu, une fois, deux fois, puis sur chaque muscle-up. Là, ça veut dire, attention, t'as pas la mobilité d'épaule pour ton mouvement, donc ok, je compense avec mes coudes, mais ma belle, tu vas pas me faire ça à chaque fois parce que je vais en avoir marre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, identifier la cause de votre douleur, de votre gêne, c'est ce qui va vous permettre aussi de progresser et de se rendre compte de pourquoi j'ai mal là. Et je sais que sur le muscle-up, même en tant que kiné, alors en tant que kiné, il faut savoir qu'on a un regard très expert, très objectif sur les autres, mais sur soi-même, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que je délègue, on me le demande parfois, ma partie kiné, parce que sur moi, je suis nulle. Je suis nulle, je vois mille et une choses. Enfin, c'est beaucoup mieux, de faire confiance à quelqu'un d'autre sur soi-même. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'ai eu longtemps des douleurs au niveau des avant-bras. Donc, j'ai bien renforcé mes avant-bras. Je continue même parce qu'il est hors de question que ça me repénalise. J'ai bien compris que j'avais un gros travail de fond à faire là-dessus. Sachant que moi, c'est un peu complexe, mais j'avais déjà des problématiques avant de commencer le street lifting. Mais j'ai aussi compris, en analysant et en voyant ça aussi chez d'autres athlètes, que ces douleurs avant-bras, c'était peut-être aussi parce que ma mobilité d'épaule, elle était pourrie, et que du coup, ça demande à mes coudes et mes poignets de compenser beaucoup plus sur la transition.
Donc vous voyez, en m'intéressant à la douleur des avant-bras, j'ai traité ma douleur avant-bras, mais j'ai aussi compris que ça venait d'autre chose et que le point à travailler, c'était pas forcément que le renforcement des avant-bras, mais aussi mon épaule. Ça, évidemment, ça peut vous paraître un petit peu complexe quand je vous l'expose, parce qu'en fait, c'est pas votre métier, c'est pas votre rôle, c'est normal que vous n'arriviez pas forcément à voir toutes ces choses-là, parce que c'est juste pas votre domaine, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant quand vous avez des douleurs récurrentes, des problématiques, comme je vous le disais, de faire confiance à quelqu'un dont c'est le métier, à un kiné, qui saura vous analyser en détail et vous dire, là, il faut que tu travailles ça, là, il faut que tu fasses ci. Donc soit vous accompagnez pour le faire, ou au moins vous donnez des pistes de ce qu'il faut travailler, parce que comme ça, vous perdrez moins de temps à essayer de continuer à vous acharner dessus en vous disant ça va passer, au final ça passe pas, parce que si tu règles pas la source, tu régleras pas le problème. Sur le troisième point, peut-être que je vais me faire des ennemis, ou en tout cas des gens qui seront pas d'accord avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter sous cet épisode. Moi, c'est toujours cool aussi de pouvoir partager un épisode et d'avoir des retours. Je sais que vous me le faites pas mal en DM, mais n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça m'aidera également pour le référencement. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir débattre un petit peu à la vue de tous pour que chacun puisse donner son avis. Mais du coup, le troisième point, c'est la constance bat la génétique. Alors, je vais nuancer également ce propos, pas de manière absolue, parce qu'évidemment, quand tu as des facilités génétiques, à travail égal, tu pourras aller plus loin, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le à travail égal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une génétique pour la discipline qui est énorme, mais qui n'ont pas cette constance, cette régularité, cette discipline, et qui finissent par se faire doubler par des gens qui ont ça et qui n'avaient peut-être pas de prédisposition. Et ça, je l'ai compris, même de façon expérimentale, on va dire, parce que moi, je suis arrivée dans la discipline, j'avais pas fait de street workout. J'avais fait un peu de muscu avant, donc on peut dire que j'avais une base au niveau de la musculation, c'est pour ça que d'ailleurs, mon squat s'exprime assez bien, parce que je pratiquais déjà du squat dans le cadre de la musculation. Par contre, sur tout ce qui est haut du corps, j'avais pas encore fait grand-chose, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu plus de mal voilà, sur le tirage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé le sport vraiment, j'avais 18 ans, j'ai pas fait de sport dans l'enfance, alors que ça, il faut savoir que c'est votre meilleure génétique, en vrai de vrai, d'avoir fait du sport dans l'enfance, parce que c'est là où votre corps se construit, et donc si vous lui mettez déjà des sollicitations, des contraintes, il va se construire en fonction et se renforcer en fonction, donc ça c'est votre meilleur atout. Moi j'avais pas ça, mes parents sont pas sportifs, aucune culture du sport, enfin ils voyaient pas forcément même l'intérêt au départ, et j'ai pas une génétique extraordinaire non plus. J'ai même pas une génétique et une morphologie, on va dire, adaptée au street lifting. Adaptée au squat, pourquoi pas. On peut dire que j'ai des leviers intéressants pour le squat. Mais alors pour tout le reste, je suis obligée de me tracter mon arrière-train comme ça. Je rigole, mais c'est la réalité, hein. C'est super d'avoir des grosses fesses, mais quand faut les tirer sur les muscle-up, sur les tractions, dips, on va dire ça gêne moins. On est moins content. Bref, j'avais en tout cas pas un package hyper bien pour la discipline. Et pour autant, je me suis acharnée. C'est-à-dire que dès la première séance où je me suis dit, je commence le street lifting, j'ai loupé aucune séance, aucun mouvement, aucun renforcement. Et tac, 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 séance après séance, j'ai fait. Alors, je vais pas vous dire que j'ai mis tout le temps la même intention. J'essaye du plus possible, mais je reste voilà, quelqu'un d'humain, quelqu'un de sensible à son extérieur, etc. Et il y a des fois où c'est complètement normal d'être un petit peu moins dedans. Je pense que ça n'existe pas, des gens qui sont à 100% dedans. Mais en tout cas, du plus possible, je pense que on a la grande majorité, 80-90% de mes séances pour lesquelles je suis dedans. J'essaie d'appliquer ce qu'on me dit, d'être investie. Et grâce à cette rigueur-là, à cette discipline-là, ça m'a permis d'arriver à un niveau que j'aurais jamais cru possible, honnêtement, au début de la discipline. Et je vous explique pas ça pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais pour que vous compreniez que même quand vous commencez la discipline, si vous vous dites « moi j'ai pas les bons leviers », oui mais moi j'ai pas fait ça avant, j'ai pas fait de gym, donc le muscle-up je galère, oui mais moi j'ai pas fait de muscu, c'est la première fois que je fais du squat. Ok, peut-être que t'as l'impression d'avoir un retard par rapport à des gens qui avaient tout ça avant toi, mais si t'as la discipline et la constance, crois-moi bien que tu peux rattraper ces gens-là. Parce qu'en plus, quand on a des prédispositions pour quelque chose, alors je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais quand on a des prédispositions, on a aussi tendance à se reposer un petit peu dessus et faire peut-être moins d'efforts. Et c'est là où je vous dis, la constance, la génétique. Parce que si t'es constant, tu continues, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de toi, quoi que tu réussisses, quoi que tu t'échoues, tu continues, et tu continues de monter, pendant qu'il y en a qui ont la génétique, sont là, mais ont la flemme, ont ça qui se passe, et puis ça, etc. Ok ?
Donc avec ce point-là, j'ai vraiment envie que toi qui m'écoutes, peu importe à quel stade tu es dans ta discipline, à quel niveau tu t'exprimes, si tu as envie d'y croire et que tu te bats pour le faire, je te jure que tu dépasseras des gens qui sur le papier étaient plus forts que toi et qui peut-être même à l'heure d'aujourd'hui, tu les regardes et tu te dis putain ils sont trop forts, je les rattraperai jamais. Peut-être qu'avec cette constance-là, on se reparle dans 2 ans et tu me diras Julie, t'avais raison, je l'ai fait quoi. Et c'est le but aussi via ce petit conseil que je peux te donner. 4e point, il faut que tu comprennes que ta progression ne sera pas linéaire. Quand on regarde les autres, on a toujours l'impression qu'ils progressent toujours, que ça se passe toujours bien, parce que quoi, ils vont vous montrer de toute façon que les phases où ça se passe bien. Quand ça se passe mal, il y a très peu de gens qui vous en parlent, en vrai, et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça n'existe pas, alors que ça existe pour tout athlète. Ta progression ne sera pas linéaire, pourquoi ? Parce que quand tu vas débuter, tu vas avoir une progression exponentielle. Tu pars de 0, donc forcément ta marge de progression, elle est énorme. Tu vas progresser super vite, tu vas arriver à débloquer des trucs super vite, tu vas charger super vite et tu vas te dire « purée, je progresse vraiment vite ». Et à un moment donné, tu vas passer par une phase de plateau. C'est, on va dire, c'est obligatoire pour tout le monde. Tu es obligé de passer par une phase de plateau. Et c'est là où il faut s'accrocher parce que très souvent, c'est là où les gens décrochent. C'est quand tu progresses plus que les gens décrochent. Mais crois-moi bien, si tu vains ta première phase de plateau, tu vas repartir sur une pente ascendante. On a vu des tas d'athlètes stagner longtemps à des performances, continuer à s'entraîner autant pour pas plus de résultats, et à un moment donné, ça paye et ils repartent sur leur croissance exponentielle à des charges assez impressionnantes. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer et pas se formaliser, pas se dire que c'est toi qui es moins bien que quelqu'un d'autre, qui a mal fait les choses, etc. Une phase de plateau, c'est commun à tout le monde. Et je voulais aussi parler du fait que tu vas régresser aussi. Pourquoi ? Parce que on fait un sport de force où on est dépendant de notre système nerveux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on fait un sport de force, c'est que le plus gros vecteur de performance, c'est ton système nerveux. C'est pas ta masse musculaire, c'est pas ton système cardiovasculaire, c'est ton système nerveux. Et le système nerveux, il est impacté par tout ton quotidien. On va dire, tu vois, quand on fait de la musculation classique, ton vecteur de performance, je sais pas si on peut parler de performance, mais en tout cas de ta discipline, c'est tes muscles. Ça veut dire que si, je sais pas, t'as fait un déménagement, tu vas être impacté un petit peu sur tes séances. Si t'as couru un marathon, tu vas être impacté sur tes séances. Par contre, si t'es un peu fatigué, t'auras pas forcément d'impact, parce que peut-être que ton muscle aura quand même récupéré. Enfin, on va dire que ton muscle, il a une meilleure capacité de récupération que ton système nerveux. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Mais là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton système nerveux, il va être impacté par ton stress, par ton boulot, par ta charge mentale, par tes problèmes perso, par ton manque de sommeil, par tout un tas de choses de ton quotidien qui font que il y a des périodes dans ta vie où tu ne pourras tout simplement pas être performant parce que tu seras en train de gérer une séparation, un déménagement, un changement de boulot, une pression, et que ça va être super difficile pour toi de exprimer un potentiel nerveux alors que tu te le fais un peu grignoter sur d'autres aspects. Et dans ces phases-là, tu peux régresser. Enfin, j'aime même pas le terme régresser parce que pour moi, c'est pas forcément une régression, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vois ta performance et ton évolution purement en termes de charge, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras pas capable de faire des charges, tu vas fail même des barres pour lesquelles t'étais facile 3 mois en arrière quand t'étais chez tes parents, que tu travaillais pas et que t'avais rien à faire. Donc ça, il faut vraiment le comprendre et faut pas se culpabiliser de ça, faut pas non plus se mettre un peu la rate au courbouillon par rapport à ça, mais faut juste en prendre conscience et relativiser. Quand t'as des périodes dans ta vie où t'es plus stressé, tu sais que ça va impacter ton entraînement, c'est ok, c'est passager. Et si t'as vraiment envie de progresser dans ton sport, je t'invite à, en tout cas, trouver un équilibre de vie qui te grignote le moins possible. Mais je suis bien placée pour savoir que c'est pas toujours facile. Et ça veut pas dire que tu seras pas performant, mais ça veut juste dire qu'il y a un temps pour tout et qu'il va falloir faire des choix de vie, prioriser si c'est vraiment ce que tu veux performer dans ta discipline. 5e point, et ça, j'ai presque envie de prendre un mégaphone et le hurler dans toutes les salles de sport, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard, répète-toi bien, tu n'es pas en retard. Quand tu regardes tes réseaux sociaux, on en a parlé juste avant, tu vois que le meilleur. Tu vois que le meilleur, en plus si t'es quelqu'un d'assez ambitieux, qui a des grands objectifs, forcément tu vas suivre des gens qui ont un meilleur niveau que toi, et ça peut être hyper galvanisant, hyper moteur
pour pouvoir te surpasser, mais ça peut aussi être un peu paralysant et te faire dire « Putain, je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas ». Je pense que tous les athlètes passent à un moment donné par cette phase-là. Dites-moi si c'est pas votre cas et respect à vous. Mais en tout cas, moi, je suis passée par cette phase-là. Je repasse même des fois par cette phase-là. Et peut-être que certains qui m'écoutent vont se dire « c'est fou qu'elle dise ça alors qu'elle a un niveau international ». Mais je vous assure que même des champions du monde passent par cette phase-là. Parce que, comme on l'a abordé juste avant, notre progression n'est pas linéaire. Parce que notre système nerveux connaît des hauts et des bas, et que quand t'es en bas et que tu regardes un athlète qui, lui, a son système nerveux en haut, t'as un delta qui est énorme et tu te dis « Mais en fait... je suis foutue. Je suis foutue. Je pourrais jamais le battre ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, c'est juste que vous n'êtes pas du tout sur le même équilibre nerveux à ce moment-là. Et que plus vous allez vous rapprocher de la compétition, plus toi, tu vas arriver à remonter. Peut-être que lui se sera cramé et ça va se rééquilibrer. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que, en tout cas, tu n'es pas en retard. Et si tu te compares à des gens qui sont depuis 10 ans dans la discipline, ou qui ont un passé sportif, ou que je te disais qui sont en prépa compétition, alors que toi, tu t'es en post-compète, t'es cramé nerveusement, forcément, tu vas te sentir nul et en retard. Et c'est tous ces facteurs-là qu'il faut arriver à rééquilibrer. Et sur les réseaux, on n'a pas de contexte. En fait, c'est un peu le piège, c'est que on balance des perfs comme ça, on n'a pas le contexte. Tu sais pas si la personne, je sais pas, elle s'est préparée à fond pour cette performance. Tu sais pas si, voilà, elle sort d'une prépa difficile. Tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Donc, en fait, tu peux pas vraiment te comparer. Et moi, je vous invite, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais je le redis, si vous sentez que ça vous bouffe, bloquez. Bloquez les stories, bloquez les posts, temporairement. Hein. Ça veut pas dire que voilà, vous êtes fâché avec la personne, etc. Mais s'il y a des gens voilà, qui, vous voyez, qui performent et ça vous met une pression, hop, on masque les stories, on masque les posts, et on se met dans un état où on se met moins la pression et on se compare qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire, parce que si vous vous comparez à vous-même, vous allez vous rendre compte que vous évoluez même plus vite que vous le pensez, que voilà, vous êtes même peut-être sur une pente exponentielle, mais vous en rendez pas compte parce que vous vous laissez bouffer par les autres. Et encore une fois, je vous rappelle que les sports de force, c'est un sport qui se fait facilement bouffer par le système nerveux. Toutes ces choses-là, ça atteint votre système nerveux. Hein. Toutes ces éléments de comparaison, toutes ces choses qui fait que ça vous fait perdre votre confiance en vous, que ça vous fait stresser, tout ça, ça grignote votre système nerveux. Donc en fait, vous vous mettez dans des états pas possibles, et en plus, vous perdez un potentiel de performance parce que ça vous grignote. Donc vraiment, protégez-vous de tout ça. Vous n'êtes pas en retard. J'ai envie de vous dire, le seul moment où vous devez vraiment vous poser des questions par rapport à votre progression, c'est si vous stagnez depuis des mois et des mois. Comme je vous dis, ça peut arriver une phase de plateau sur des mois et des mois, mais peut-être qu'à ce moment-là, il faut se poser et se dire qu'est-ce qui fait que je stagne depuis autant de temps ? Est-ce que c'est ma façon de m'entraîner ? Est-ce que c'est ma façon d'aborder l'entraînement ? Est-ce que c'est ma programmation ? Est-ce que c'est mon quotidien, mon environnement ? Il y a plein de choses. Là, vous pouvez vous poser la question. Mais tant que vous évoluez, vous préoccupez pas de si vous pourriez évoluer plus vite, de pourquoi lui il y arrive et pas lui. En fait, on est tellement tous différents, on aborde les choses tellement tous différemment, que c'est dommage de perdre de l'énergie dans ces choses-là. Si vous progressez vraiment, vous prenez pas la tête, concentrez-vous sur vous, et c'est la meilleure façon d'ailleurs de progresser encore plus vite. Un autre point important, ta valeur ne dépend pas de tes perfs. On est sur un sport où on a des données chiffrées, donc on peut facilement se comparer, c'est ce qu'on disait juste avant, on peut facilement exprimer un niveau juste avec un chiffre, et c'est bien d'un côté parce qu'on a des repères assez faciles, et c'est tellement peu représentatif de tout ce qu'il y a derrière. Donc j'aimerais bien aussi que on arrête de associer la valeur d'une personne à ses performances. Vous pouvez être quelqu'un avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de choses à partager, quelqu'un d'hyper riche, dans le sens riche d'expérience, d'émotions, d'apprentissage, de compétences, et pour autant ne pas être fort, ne pas arriver à l'exprimer, en tout cas d'un point de vue performance, et à l'inverse, être quelqu'un de très fort, mais qui n'a pas forcément appris autant que la première personne. Donc, ne pensez pas que augmenter votre total en streetlifting, ça va vous rendre plus appréciable, vous rendre meilleur aux yeux des gens. C'est pas le cas. Et j'ai même envie de dire, c'est presque l'inverse, parce que échouer, recommencer, stagner, tout ça, c'est ça qui vous fait grandir, en vrai. Quand tout se passe bien, que vous progressez en permanence, que tout ce que vous faites, ça porte ses fruits, etc., et que vous arrivez à un haut niveau comme ça, c'est trop cool, hein.
c'est trop cool. Souvent, voilà, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses en amont, peut-être un passé sportif, voilà, une certaine génétique, etc. C'est trop bien, mais pour autant, c'est pas ça qui vous apprend les choses, c'est pas ça qui vous fait grandir humainement et intérieurement, alors que c'est se prendre des murs, échouer mais recommencer, garder cette constance qui vous fait évoluer et grandir et qui vous apprend le plus de choses. Et ça, j'en avais parlé dans mon épisode suite à mes championnats du monde. Je pense que je l'ai vraiment plus que compris parce que c'est quelque chose qu'on entend, aimer le processus, blablabli, blablabla, mais tant qu'on le vit pas profondément, je trouve que c'est difficile de vraiment être aligné à ça. Et moi, je l'ai vraiment compris après cette compétition-là où j'avais mis tous mes espoirs de gagner et ça n'avait pas été le cas. Et pour autant, j'ai tellement appris et j'ai eu l'impression de prendre, pas 10 ans, mais presque 10 ans d'un coup d'expérience, de confiance, de réalisation sur tout ce que j'avais fait par rapport à cette compétition-là. Et je vous assure que ça, c'est ce qui vous fait le plus grandir. Et apprenez à aimer le processus, apprenez à vous contenter du processus, et vous allez voir que au-delà des performances, au-delà de briller sur un plateau, au-delà de être super musclé, super fort, vous allez ressortir avec quelque chose ici. Et finalement, je trouve que c'est le plus beau quand on fait du sport. 7e point, et ça va presque contredire un des premiers points que je vous ai donné, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est important d'être acteur de sa discipline, de sa progression, mais c'est aussi important, à un moment donné, de juste fonctionner comme un putain de robot. Pourquoi ? Parce que être acteur, on en parlait tout au début de cet épisode, c'est bien parce que vous allez mettre l'intention, vous allez appliquer les correctifs, vous allez être vigilant à ce qui se passe dans votre corps, dans vos sensations, sur vos entraînements, vous allez pouvoir donner un feedback à votre coach et évoluer, progresser ensemble dans une relation un peu commune. Mais on peut voir un petit peu des fois l'extrême inverse où on suranalyse tout. Dès qu'il se passe un truc, j'analyse. Tac, là, ça allait pas comme ça. Tac, il s'est passé ça. Il s'est passé ci. Ah, j'ai décalé mon doigt d'1 millimètre, j'ai l'impression que c'est mieux. Ah non, en fait. Oh, puis je vais essayer ça, je vais essayer ci. Et là, on se perd complètement. Et c'est en ça que j'ai envie de vous dire, des fois, fonctionner comme un robot, c'est la meilleure chose à faire. On te donne un plan, tu l'appliques le plus sérieusement possible, tu fais quand même attention à tes correctifs, à ton intention. Tu fais, tu te poses pas de questions, t'envoies. C'est aussi pour ça que tu prends un coach. C'est pas pour réfléchir 10 plombes à la programmation, c'est pas pour te questionner sur tout, pourquoi, comment, pourquoi t'as senti ça et pas ci et pas ça. Parce qu'à un moment donné, t'es en train de te saturer l'esprit. Si tu te satures l'esprit avec toutes ces données-là, c'est de l'énergie que tu mets dans ces choses-là et que tu mets pas sur ce que t'es en train de faire. Et ça, je peux très bien vous l'exprimer parce qu'il y a des phases où je passe encore par ça. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma vie, de toute façon, en général, analyse tout le temps. Je suis tout le temps en train d'analyser tout. Je regarde un film, j'analyse tout, comment ça a été fait, pourquoi on lui a fait prendre telle psychologie-là. Tout. J'en pète mon micro, mais tout, j'analyse tout le temps, sur des trucs complètement bateaux. Et du coup, ça a été très dur pour moi au début, de me dire, ok, elle me fait faire ça, je comprends pas, j'ai envie de savoir. Et ça je vous dirais toujours de le faire, hein, si vous comprenez pas, de toujours demander. Votre coach doit être en capacité de vous expliquer pourquoi vous faites ça. Mais, cool, à un moment donné, on apprend à relâcher la pression, à faire confiance au coach et à se focaliser juste sur ce qu'on a à faire. Parce que la charge mentale, elle est énorme. Si tu prends quelqu'un, c'est pour lui déléguer ça, c'est pas pour t'en préoccuper. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé avec la kiné aussi. Je commençais à tourner en boucle sur mon cas. Purée, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça, faut que je teste ci. Oh, calme-toi, ma belle, donne ça à faire à un kiné, fais-lui confiance, et au final, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à avoir le plus de résultats possible. Parce que, encore une fois, on n'est jamais complètement objectif avec soi-même. On a un regard qui est forcément biaisé, et on n'a peut-être pas la même approche que peut avoir notre coach, etc. Et pour autant, ça veut pas dire que notre méthode est la meilleure par rapport à lui. Donc faites-lui confiance, essayez, faites, et discutez-en si vous en avez besoin, mais arrêtez de vous saturer le cerveau. Je sais que j'avais une athlète à un moment donné qui était comme ça, et je lui ai dit, ma belle, genre, juste fais. Arrête de réfléchir, fais. Parce que en réfléchissant trop, finalement, c'est là où tu te crées le plus de problèmes, même d'un point de vue mécanique de mouvement. Je pense qu'on l'a tous un peu expérimenté, notamment sur le muscle-up. Il y en a qui m'écoutent, qui sont en plein apprentissage du muscle-up, je pense que ça va vous parler encore plus. Mais sur le muscle-up, quand on l'apprend au début, et qu'on n'a jamais fait de gym, qu'on n'a pas du tout de passé sportif en rapport avec ça, c'est super dur de comprendre juste comment on doit faire.
C'est-à-dire qu'on a peut-être la force, mais juste comprendre comment contracter quel muscle à tel moment, c'est super dur pour notre cerveau, parce que c'est pas un mouvement qu'il connaît. Et donc, on est là à se dire, ok, je tire, il faut que je tire mes jambes, il faut que j'abaisse mes scapulas, il faut que quand j'arrive là, tac, je vais vers l'avant. Attention, il faut que je mette mes 2 coudes en même temps. Et là, une fois que je suis là, tout de suite, tac, il faut que je pousse. Et en même temps, attention, je garde mes jambes tendues. Oh, vous vous rendez compte pour le cerveau à quel point c'est lourd là ce qu'on est en train de lui demander, alors que des fois, juste, on suspend aux anneaux, on réfléchit pas, on tire, et ça découle tout seul. Et moi, je me souviens d'une anecdote, quand j'ai appris le muscle-up, c'était exactement ça. Vu que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je conscientisais tout. J'avais carrément des notes dans mon téléphone, j'étais une psychopathe moi au début de la programmation. Laura, je suis pas sûre qu'elle écoute ces épisodes-là, mais je vous jure, je prenais tous les mouvements, j'avais genre 10 à 20 points de chaque truc. En mode, j'attrape mon anneau, je mets mon pisiforme, j'enroule. Genre vraiment, j'étais une grosse psychopathe. Bref, je faisais ça pour apprendre le MU, pour retenir les points, et j'arrivais pas à ce putain de MU. Je tryhardais, j'avais même acheté des anneaux, je le faisais chez moi et tout. Ça passait plus. Et à un moment donné, ma coach, Laura, qui est toujours ma coach actuelle d'ailleurs, m'a dit, ok, pendant 1 semaine, tu touches pas tes anneaux, pas de muscle-up. On était, je vous l'ai déjà raconté en plus, ça. On était à 4 semaines des championnats de France. Touche pas un anneau. Bon, j'étais comme ça, mais le jour où j'ai repris, j'ai fait le meilleur muscle-up que j'ai pu faire. Pourquoi ? Parce que j'avais juste plus saturé mon cerveau, qu'il avait eu le temps d'intégrer toutes les informations que je lui avais données, et que quand je suis repartie dessus, il avait appris tout seul en fait. Des fois, c'est même pas c'est même pas votre corps qui a besoin d'apprendre, c'est votre cerveau. Donc en fait, vous lui avez donné les clés, laissez-lui le temps de macérer un petit peu les choses et d'arriver à le faire. Et d'ailleurs, pareil, si vous apprenez votre premier muscle-up ou d'être un peu dans ces phases-là, je sais que moi, au début, je rêvais tout le temps de muscle-up. Et là, j'ai 2 athlètes, ça me fait rire, qui sont, on va dire, au début du muscle-up, et qui m'ont dit qu'ils rêvaient du muscle-up. Mais c'est ça. En fait, quand tu rêves du muscle-up, c'est ton cerveau, même la nuit, il est en train de tryhard pour faire ton muscle-up. Donc arrête de lui paralyser un petit peu le cerveau avec... toute l'overthinking là pendant le mouvement à te dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, laisse-le faire, décroche et fais. Et ça c'est un peu la même chose d'un point de vue entraînement. À un moment donné, débranche ton cerveau, fais juste ce qu'on te demande et arrête de te poser des questions. Dernier point que je voulais aborder dans ce podcast, et pareil, ça moi c'est un peu mon goal, ce qui drive ma vision du sport, ce qui drive ma discipline, ce qui drive même ma vie, c'est ton mental. Ta force mentale, c'est ta plus grande force. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce podcast Force intérieure. Peut-être que vous n'avez jamais posé la question. Mais parce que pour moi, la vraie force, elle vient de là. Elle vient de toi, elle vient de l'intérieur. Et si t'as de la force mentale, mais que t'as pas de force physique, grâce à ta force mentale, tu peux avoir ta force physique. Par contre, si t'as ta force physique, mais t'as pas de force mentale, tu pourras pas aller chercher ta force mentale. Vous captez ce que je veux dire ? C'est que ta force mentale, elle te permet d'aller chercher tout ce que tu veux, tout ce que tu mérites, tout ce que tu veux attirer à toi. Donc pour moi, c'est ça le plus gros point à travailler. À travailler ou à renforcer même. Parce que souvent, on a déjà un petit peu ça en nous. Et je pense que si t'écoutes ce podcast, tu l'as probablement déjà. Pourquoi ? Parce que t'es en train d'écouter quelque chose qui va te permettre d'aller plus loin, de t'aider, de te faire évoluer. Donc déjà, si t'es dans cet objectif de « j'écoute des choses qui m'aident à performer mieux », c'est que tu vois, t'as déjà ce truc un petit peu en toi de force mentale et de te dire je vais utiliser mes ressources par rapport à ça, les ressources qu'on peut me donner pour m'améliorer, pour pouvoir m'améliorer. Donc t'as peut-être pas la force physique à l'heure où tu me parles, mais pour autant t'as quelque chose de beaucoup plus fort et je te jure que alimente ça, renforce-le en étant constant, en te relevant de chaque défi, en continuant de persévérer même si t'as l'impression que c'est foutu, en continuant d'écouter par exemple ce podcast chaque semaine, parce que chaque semaine je te donne des clés qui vont te permettre de t'améliorer, et c'est ça ta plus grande force pour pouvoir atteindre le niveau que tu mérites et le niveau que tu veux obtenir. Et la force mentale, je vous en parle très régulièrement dans ces épisodes parce que pour moi, c'est ce qui conditionne ta réussite, c'est ce qui conditionne tout ce que tu veux obtenir dans ta vie, et pour moi c'est même plus important que la force physique. Moi je sais que je vais à des compétitions, j'adore faire ça en plus. Je vais à des compétitions, par exemple streetlifting débutant, on va dire quand j'allais au régional ou quand j'allais voir les premiers pas. Je regarde les athlètes passer, je regarde même pas leur perf. Je regarde juste la manière dont ils se comportent. Et je peux te dire, lui, on va le voir dans quelques années. Et je me souviens, pour ceux qui connaissent un peu les gens du streetlifting, et Lise, si tu passes par là, coucou, c'est exactement ce qui s'était passé pour Lise.
et ce qui s'était passé pour Johan aussi. Je les avais vus, Lise, je l'avais vue sur des championnats de France. Elle avait fini, il me semble, 5e dans ma catégorie de poids. Moi, je faisais pas ces championnats de France à ce moment-là. Donc, vous voyez, 5e sur le papier, c'était pas un profil qui ressortait à ce moment-là. Mais je vous jure, c'est la seule de toute la compétition où je me suis dit, c'est elle qu'on va revoir. C'est elle qui va nous faire des grosses perfs derrière. Et là, maintenant, elle a le niveau que vous connaissez, elle a quand même fait des grosses performances, elle était qualifiée d'ailleurs pour les championnats du monde. Enfin, pour moi, la force mentale, tu dégages quelque chose en toi qui fait que t'as peut-être pas encore la force physique parce que tu viens d'arriver dans la discipline, parce que t'as pas encore exploité tout ça, mais t'as un truc tellement fort que si tu continues avec cette même constance, cette même envie, tu vas finir par surpasser ceux qui, à ce moment-là, étaient peut-être sur, je me souviens même plus, sur le haut des marches du podium, et qui sont plus là aujourd'hui et qui ont arrêté pour X raisons. Donc voilà ce que j'aurais aimé savoir, moi, quand j'ai débuté la discipline. J'espère que tous ces conseils vont beaucoup vous aider, j'espère que vous allez en tirer le meilleur pour que ça puisse vous servir dans votre manière de vous entraîner et d'aborder l'entraînement. Encore une fois, je vous invite à vous abonner ou à liker cet épisode si ça vous a plu, à m'écrire un petit commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble, et on se fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!